Aujourd'hui, nous parlons chamanisme et comment nous approprier ces sagesses ancestrales pour accompagner, enrichir nos vies grâce aux éco-rituels accessibles à tous, modélisés et transmis par Marianne Grasselli-Meyer. Marianne est écothérapeute, pionnière suisse dans ce domaine, musicothérapeute à la retraite, fondatrice de la formation en éco-rituels, auteure de nombreux ouvrages. Sa transmission, c'est se reconnecter avec le cycle du vivant en toute simplicité. Je suis Emeline Génaud, créative chamane, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue, Marianne. Un grand merci à vous. Merci, je me sens honorée. Merci beaucoup. C'est nous qui le sommes d'avoir la joie d'échanger avec vous. Vous avez donc écrit plusieurs livres, vous pratiquez depuis des années le chamanisme et l'écothérapie, donc ça va être notre sujet du jour. Et puis pour commencer, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu quel est votre cheminement vers le chamanisme, vers l'écothérapie, comment vous en êtes venu à développer ça finalement dans votre vie, dans votre parcours de vie. Alors il faut revenir un petit peu en arrière, dans les années 90. J'avais terminé une formation de musicothérapeute très formelle, avec beaucoup de théorie, beaucoup de modélisation dans la prise en charge. Et puis j'avais le souhait, parce que je pense que j'ai toujours été une personne en quête de sens aussi au sens large, c'est-à-dire spirituel. Je souhaitais incorporer ce plan spirituel à mes accompagnements thérapeutiques. Et puis je suivais à cette époque les enseignements de Luis Anza, qui venait en Suisse, et j'allais aussi parfois à Paris, qui était un chaman argentin, un pur de vrai, comme j'ai envie de dire, c'est-à-dire un provocateur, un être qu'on pouvait pas saisir. Enfin, il y avait quelque chose où je commençais à sentir un tout petit peu qu'est-ce que ça voulait dire d'être entre deux mondes, ou en tout cas de ne pas être complètement conforme. Et dans mon parcours théorique, tout devait être assez modélisé, conforme. Et moi, je cherchais autre chose, quelque chose de plus spirituel, mais peut-être de plus créatif, enfin de plus ouvert. Et puis, j'avais eu, si je reviens encore en arrière, en fait, je reviens en arrière parce que souvent, on vit, enfin peut-être ça vous est arrivé, on vit un événement et puis en fait, on se rend pas très bien compte pourquoi est-ce qu'on le vit à ce moment-là. Et c'est seulement après qu'on se dit « Ah, mais en fait, c'est un écho de quelque chose d'autre que j'ai vécu beaucoup plus jeune et dont je n'avais pas vraiment conscience que ça allait impacter ma vie comme ça. » Donc on est à ce moment-là des années 90 avec aussi le début du néo-chamanisme, du syncrétisme entre les cultures et tout ça. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est là que je dois être. Mais pourquoi ? Donc deux événements ont pris sens par la suite. Un a été une période de mon adolescence où j'ai pris des psychédéliques et j'avais vraiment besoin de retrouver un lien symbiotique, fusionnel en fait avec la nature. J'avais été une personne abandonnée au niveau de mes parents et je pense que je recherchais alors complètement inconsciemment à cet âge-là à retrouver une mère, c'est-à-dire à retrouver un fondamental amoureux, aimant, et je l'ai trouvé dans ces pratiques psychédéliques. Et d'ailleurs, quand j'ai eu cette expérience de fusion avec la nature qui devenait cosmique, j'ai arrêté de prendre des psychédéliques. C'était vraiment clair que c'était ça que je recherchais. Et l'autre événement qui est venu, c'est à 21 ans où j'ai eu un accident de voiture. Quelqu'un m'est rentré en frontal et je suis partie vivre une expérience hors du corps et où j'étais en lien avec les défunts qui m'avaient élevée et où je suis revenue ensuite parce qu'on m'a dit que c'était pas le bon moment, que j'avais encore plein de choses à faire.
Et j'ai vécu un moment d'évidence, j'ai vécu un moment vraiment où on se pose plus de questions, où tout est à sa place, où tout est parfait, y compris si je partais pour de bon, enfin je veux dire, tout était ok avec mes enfants, et où j'ai vécu l'expérience d'avoir été fondée par l'amour. En fait, tout ce que je me souvenais de ma vie était uniquement des gestes d'amour. Et donc, quand je suis revenue, ça m'a beaucoup perturbée. On le dit pas trop. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces situations hors corps, mais bon, dans les années 90, c'était pas le cas, et donc j'étais très seule et je savais pas trop quoi en faire. Et c'est vraiment des années après où tout ça s'est comme aligné dans un chemin de chamanisme où le plus grand que soi, je pouvais dire que ça existait, où la nature pouvait être une guérison fondamentale de nos blessures, en particulier de nos blessures d'appartenance. Et tout ça est venu se conjuguer en fait dans le chamanisme. Et puis j'ai fait une formation d'écothérapie dans ces années-là avec Maud Séjournant, Brant Morgan, et la formation que j'avais suivie était vraiment liée à la manière des peuples premiers amérindiens de voir le monde et la guérison, qui était aussi une forme de chamanisme, puisqu'on essayait de rassembler en fait tous les êtres de différents niveaux dans l'harmonie à nouveau, et que c'est cette harmonie qui était l'objectif même de la guérison. Donc tout ça c'est vraiment mis ensemble, écothérapie, chamanisme, mon propre chemin de quête, et voilà, tout a démarré dans ce que j'ai pu proposer ensuite. Ok. Il y a plein de choses qui me parlent. Déjà, j'ai trouvé ça intéressant que vous parliez de ce chaman argentin qui avait ce côté provocateur et hors norme. Et ça me parle voilà, pour avoir rencontré des personnes comme ça qui secouent un peu les cocotiers, et ça fait du bien, parce qu'on a besoin de sortir de nos conditionnements, etc. Et en même temps, j'avais une petite question un peu subsidiaire, c'est qu'aujourd'hui, on dit beaucoup que le chamanisme est à la mode, donc ça devient presque, enfin, comment dire, même si c'est pas forcément facile encore d'en parler avec tout le monde, ça devient un truc, voilà, qui devient un peu dans le commun de tout le monde. Enfin, et finalement, est-ce que le fait que ça devienne à la mode, euh, ça peut être un problème, ou enfin en tout cas, comment vous définiriez le chamanisme? Et j'ai vu aussi que vous parliez beaucoup d'appropriation culturelle et de cette question de voilà, comment continuer de respecter finalement l'esprit du chamanisme et des traditions, parce qu'il y a finalement autant de chamanisme que de peuples premiers, où nous aussi on a notre propre chamanisme celtique et compagnie. Enfin, voilà, comment finalement garder qu'est-ce que c'est au fond le chamanisme? Comment respecter l'esprit chamanique dans nos pratiques, et s'y retrouver dans ce côté, voilà, dans cette nébuleuse de plein de gens qui parlent de chamanisme, du chamanisme qui devient à la mode, etc. Alors, je vais répondre à votre première interrogation concernant qu'est-ce qui est à la mode. Alors oui, quand on dit c'est à la mode, ça veut dire qu'il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup il y a cet aspect commercial. Mais derrière l'engouement, l'envie ou le désir d'approcher le chamanisme, il y a un manque. Il y a vraiment un manque dans notre société, et c'est ce manque-là que j'aimerais regarder d'abord. Non pas juger les gens si oui ou non ils sont assez compétents et tout ça. Les personnes font leurs expériences, et puis elles pourront sentir ce qui leur va, mais elles y vont parce que quelque chose n'est plus suffisant.
Et moi, ça parle de relation et de lien. C'est-à-dire, nous avons perdu le lien. Nous avons perdu le lien avec, très concrètement, avec nos familles, nos lignées. Nous ne vivons plus ensemble dans les mêmes habitations comme dans d'autres époques plus anciennes. Nous avons perdu le lien avec la nature, et c'est pour ça que pour moi, chamanisme et nature vont aller ensemble. Et nous avons perdu du lien avec le plus grand, avec un chemin spirituel où on nous dit qu'on n'est pas on nous dit que c'est pas notre domaine. On nous dit qu'il y a des professionnels pour ça. On nous dit que nos expériences à nous, elles sont pas valables. Il y a une forme de hiérarchie et nous sommes les pauvres là-dedans. Et je pense que le chamanisme a quelque chose, ou en tout cas le néo-chamanisme a eu quelque chose de démocratique, une sorte de voie démocratique vers la spiritualité, où, ah ouais, moi je peux aussi faire certaines expériences. Moi je peux aussi avoir accès à quelque chose qui est de l'inconnu et qui peut m'apporter des réponses là où mon mental se fige dans des croyances, ou se fige dans ce que le monde attend de moi, la société m'a montré. Je peux peut-être dépasser ça et je peux le faire moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me montre des exercices à faire, etc. Mais je peux le faire. Et je pense qu'il y a quelque chose là vraiment d'une spiritualité ouverte dans le chamanisme. Alors, il y a plusieurs chamanismes, comme vous l'avez dit, et il y a aussi des chamanismes hiérarchisés, où il n'y a que le chaman qui peut faire et pas les autres, ou bien où c'est le chaman qui va faire l'expérience et qui transmet ensuite son expérience. Il y a aussi cette hiérarchie-là. Mais il y a aussi une autre façon de pratiquer plus couramment le chamanisme, ce qui est de faire soi-même des pratiques chamaniques et d'avoir, je dirais, une sorte d'automédication chamanique où, si c'est pas trop grave, je vais dire ça comme ça, parce que l'homme médecine ou le chaman, c'est aussi un guérisseur. Donc, si c'est pas trop grave et que ça c'est dans une sorte de spiritualité quotidienne, voire familiale, communautaire, on peut peut-être s'en occuper soi-même. Et ça, c'est nouveau et ça fait du bien, parce qu'on nous a trop dit qu'il y avait des hiérarchies et que nous n'étions pas capables d'avoir accès à la spiritualité. Maintenant, la définition la plus simple que j'ai trouvée du chamanisme, c'est faire famille avec la nature. C'est-à-dire non pas seulement être copain-copain avec la nature, l'apprécier certains jours, et puis quand la météo est pas bonne, l'apprécier un peu moins, ou etc., ou vouloir qu'elle soit autrement, ou que la saison soit autrement, qu'elle débute, qu'elle finisse autrement, enfin bref, ce côté où nous avons envie d'avoir encore un contrôle sur la nature. Et puis il y a faire famille, et lorsque nous sommes vraiment en lien avec la nature, comme si elle était vraiment une part de notre, une sœur, un frère, une mère, enfin, alors là on s'en occupe autrement, on s'en approche autrement, on l'aime autrement, on s'en inquiète autrement, on priorise autrement nos relations avec elle, et c'est dans cette relation de contact beaucoup plus proche qu'elle va prendre un sens ou des sens, elle va nous offrir des messages qu'on pourrait considérer comme un peu hors du commun, un peu magiques, et puis là on bascule. On bascule parce qu'on s'est rapproché. On s'est rapproché tellement avec amour que quelque chose bascule et qu'on est alors vraiment dans des pratiques chamaniques. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je me suis laissée emporter par ma pensée. En tout cas, pour moi, c'est clair. Et j'ai des pratiques chamaniques aussi et je me sens très habitée par la nature. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup votre façon
de parler de la beauté, d'être touché par la beauté de la nature, mais finalement la beauté du monde en général, parce qu'on est la nature et même une ville, c'est la nature, c'est notre planète, quoi. Enfin, je trouve que c'est important d'avoir ce regard aimant sur le monde et de se dire, comme vous disiez tout à l'heure, tout est parfait, tout est à sa place, même si on le voit pas forcément, et qu'on a aussi besoin d'agir pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver, retrouver le flot de la vie. Mais oui, c'est tout à fait clair ce que vous disiez. Et j'aime beaucoup cette façon de dire, faire famille avec la nature. Je trouve ça beau parce que ça parle finalement. Enfin, on peut se dire, c'est à la fois comme une mère, une sœur ou un enfant. Enfin, avoir ce rapport vraiment amoureux et d'évidence totale en fait avec ce qui nous entoure, quoi. Et sans hiérarchie, comme vous disiez, c'est-à-dire Oui. se sentir faire partie. On n'est ni supérieur ni inférieur, on fait partie. Donc. Alors la beauté, elle n'est pas qu'esthétique. On a parlé de créativité tout à l'heure, mais la beauté est, en tout cas dans certaines cultures amérindiennes, la beauté est la voie de guérison. C'est par là que c'est une voie morale, c'est une voie philosophique, c'est une voie spirituelle, c'est une voie quotidienne de marcher dans la beauté. Donc on dépasse l'esthétisme pour arriver vraiment dans ce proverbe que j'aime beaucoup, qui est marcher sa parole, enfin de poser des actes qui soient aussi des actes de beauté. Et ça veut dire qu'on change son regard sur le monde. Une fois que la beauté nous habite, l'amour fait totalement partie de la beauté. Si je me trouve belle ou que quelqu'un se trouve beau, c'est parce qu'il a été capable de se voir avec amour et bienveillance, voire compassion s'il y a besoin de guérir quelque chose d'une blessure plus profonde. Mais on peut pas juste dire beau ou belle sans qu'on mette de l'amour derrière. Et je pense que les gens oublient ça. Ils oublient en fait ce relief spirituel à la beauté esthétique. Quand on voit un coucher de soleil, puis qu'on fait un selfie avec son amoureux, son compagnon, sa compagne, etc., parce qu'on trouve magnifique ce coucher de soleil sur la mer, c'est quoi qui nous anime? Quand on dit « waouh, c'est beau », il y a quelque chose de l'ouverture du cœur en même temps. Donc, si on peut garder ça après sur tout ce qu'on va voir, y compris peut-être la nuit qui vient, parce qu'il y a ça aussi qui est important, je trouve. Et là, on rentre peut-être un peu plus dans l'écothérapie, parce que tout se met ensemble, forcément. L'écothérapie va peut-être faire que la personne reste dans ce coucher de soleil et supporte, je le dis comme ça, et supporte la venue de la nuit. Parce que la nuit va amener autre chose, elle va amener un vécu différent. C'est pas seulement beau, ou ça peut être encore plus beau avec les étoiles, mais ça peut être aussi une source d'angoisse, ou bien on se dit, il commence à faire froid, j'ai pas envie de rester là. Enfin, il y a quelque chose il y a eu un passage entre ce coucher de soleil rayonnant encore un peu dans les mauves, les roses, etc. Et puis ce bleu et cette nuit où on ne perçoit plus rien et où on n'existe peut-être plus. Donc tout d'un coup, dans ce passage-là, il y a quelque chose à aller chercher parce qu'on a pris le temps de ressentir comment ce passage a agi chez soi. Et là, on rentre, évidemment, dans ce lien avec la nature qui peut être guérisseuse parce que tout est passage et qu'il y a des passages inconfortables aussi. Ah, merci beaucoup d'amener ça. C'est magnifique. Et ça, je pense que ça va parler à beaucoup, voilà, dans une période où on est en pleine transition et beaucoup le sentent. Et puis dans nos vies, on rencontre des passages de vie avec ces moments qui sont des nuits inconfortables et qu'on a traversé avec, je pensais à l'idéal grec du kalos kaiagatos, du bel et bon, en fait, cet idéal d'aller toujours vers plus de perfection avec cette élévation morale, etc., qui demande de la persévérance, qui demande de l'endurance, qui demande voilà, de rester avec.
et de transformer son regard et de ne pas lâcher en fait. Ne pas lâcher ne veut pas dire non plus qu'on est dans un effort volontaire, Okay. Ce qui est aussi un peu paradoxal parce qu'il faut quand même cette persévérance. Dans toute pratique, il y a une discipline, évidemment, mais en même temps, là, on est dans un espace de réceptivité. Oui. Oui. On n'est pas, je crois, uniquement dans le faire. On est vraiment dans être et ouvrir son être. Et ça aussi, le chamanisme traditionnel, on peut s'imaginer, enfin on peut visualiser là pendant qu'on cause l'archétype du chaman qui bouge avec son tambour, qui joue très très fort avec son tambour, au point que évidemment on est saturé de son et que du coup notre mental décroche pour pouvoir justement avoir des visions intérieures et des messages intérieurs. Donc, on sent que ce lâcher-prise est vraiment important. Ce lâcher-prise est important pour recevoir. Si vous faites pas ça, vous pouvez écouter vous avez mal aux oreilles au bout d'un moment et vous avez envie de partir. Enfin, je veux dire, c'est trop fort, c'est trop brutal, c'est trop exotique, c'est pas pour vous. Il faut pouvoir se lâcher dedans. Il faut pouvoir se lâcher dedans. Et il va falloir aussi refaire et refaire et refaire. Donc il y a à la fois cette volonté et cette réceptivité qui est vraiment un paradoxe, enfin l'un des paradoxes du chamanisme. J'ai envie de dire que en réalité, accepter d'être dans la réceptivité et dans le rien, justement, dans le rien entre guillemets, c'est-à-dire ce vide fertile, c'est un gros effort dans nos sociétés. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. On est assailli de sollicitations, d'informations, de trucs à faire, et c'est presque, franchement, c'est quasiment une discipline de se dire, mettons, je vais passer un quart d'heure à pratiquer un éco-rituel comme vous les proposez, et on va en parler, ou simplement de s'asseoir dehors et juste observer. Enfin, c'est une gageure, quoi. Enfin, je veux dire, quand on a des vies, où on travaille, on a des enfants et compagnie, moi, je trouve que c'est déjà une discipline en soi et ça demande déjà de la persévérance, quoi. Donc, je crois, alors vraiment, je crois que la seule issue, enfin, la seule issue que moi je peux proposer, c'est celle de se rendre en nature et d'être nouveau en contact avec elle, parce qu'elle est vraie, elle est évidente, elle ne triche pas, elle ne veut rien, elle se transforme par le cycle des saisons et ce que le soleil, la pluie lui apporte et la terre avec laquelle elle se nourrit, elle s'adapte, mais elle est vraie. Et je crois que c'est l'antidote vraiment à cette société dans laquelle on vit, où on nous pousse, là, juste là où on cause, là. oui, c'est sûr. Alors du coup, vous avez beaucoup, modélisé et transmis ce que vous appelez des éco-rituels. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est un éco-rituel, comment ça se pratique, nous faire découvrir un peu ça pour nos auditeurs? Alors les éco-rituels, c'est éco comme écologie, c'est la terre-mère, hein, c'est notre lien à notre planète, notre lien à la terre, au vivant. Et thérapie, dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va chercher à non pas forcément guérir la personne, mais la mettre face à des ressources, enfin dans des situations où elle va pouvoir aller rechercher à nouveau des ressources en elle-même et comme ça traverser des moments de vie qui sont peut-être plus délicats à traverser, mais ça peut être aussi des célébrations, hein. C'est pas seulement parce qu'on a un problème qu'on fait des éco-rituels. Qui dit rituel dit vraiment un tatouage de l'âme, moi je dirais, c'est-à-dire on vit quelque chose de sacré, de puissant, qui va nous marquer. On peut avoir envie de le marquer parce que c'est bon et qu'on veut se rappeler de cela, c'est comme une célébration,
mais on peut avoir besoin de marquer des passages, on va peut-être y revenir, hein, tous ces passages de vie, et on a besoin de marquer, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient et où l'on va. Et pour ça, il faut s'arrêter quand même un petit moment au moins. Et les éco-rituels vont être créés pour pouvoir permettre cette passerelle. Et puis, il y a vraiment des éco-rituels qui sont des temps sacrés de reconnexion avec la nature. C'est encore une autre forme. Et puis, la dernière forme des éco-rituels, c'est l'initiation, c'est-à-dire des moments initiatiques que la personne ne co-crée pas avec le praticien ou la praticienne, mais où on lui propose une épreuve en lien avec ce qu'elle n'arrive plus à traverser. Et donc, c'est la nature qui va la mettre face à cette épreuve. On va créer cette épreuve pour qu'elle se rende compte qu'elle a la capacité de traverser ce qu'elle traverse dans sa vie. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs modèles, en fait, d'éco-rituels que on apprend dans cette formation que j'ai créée en 2017. Et donc, c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. C'est très important pour moi. On a parlé de démocratie tout à l'heure, dans le sens vraiment de donner l'accès à tout le monde, mais c'est mis en scène, je dirais, parce que c'est aussi une forme de théâtralisation, hein, le rituel. C'est mis en scène avec la personne. C'est-à-dire, elle n'est pas, sauf le rituel initiatique dont j'ai parlé tout à l'heure, mais sinon elle co-crée, elle dit ce qu'elle veut, la personne ou le groupe dit ce qu'il veut, il y a une intention, il y a un choix de lieu, il y a un choix de moment, il y a un choix de paysage, il y a vraiment quelque chose qui est co-créé avec le praticien et la praticienne, mais c'est tout aussi valable pour des enfants, que des enfants participent. Il y a beaucoup de familles qui font des éco-rituels aussi. J'ai eu plusieurs fois le cas, par exemple, de familles recomposées qui ont besoin vraiment de créer de nouveau une cérémonie pour eux, ou parce qu'il y a un nouveau-né qui arrive dans la fratrie et que ça change, ça bouleverse un peu la place de chacun. Et donc, c'est important de créer un moment où chacun peut être entendu, mais où chacun peut amener quelque chose, où on fait un mandala, enfin il y a plein de possibilités de faire, où on crée un chemin, où on met à nouveau du sens dans le passage qui est en train de se faire dans cette famille-là. Donc on crée avec la personne, et puis on vit le rituel, et ensuite on a encore un entretien avec la personne pour qu'elle intègre ce qu'elle a vécu. Donc c'est un accompagnement, c'est pas seulement un moment de rituel, c'est vraiment un accompagnement. Ce que j'ai bien aimé là, en lisant donc les éco-rituels que vous proposez, et aussi dans le livre, donc je vais le montrer, c'est Rituels de femmes, s'épanouir au rythme des saisons. C'est que finalement, il y a quelque chose de très simple, justement, et c'est pour ça que je disais ça à portée de tous, il y a quelque chose de très simple et très accessible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, que les choses restent simples et qu'on fasse pas un nuage de concepts et voilà, justement pour se dire, non, mais voilà, c'est réservé à quelques personnes. C'est finalement des choses, là, justement, dans Rituels de femmes, ce sont des rituels qu'on peut faire en, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, enfin voilà, à condition qu'on ait déjà un peu les conditions réunies, enfin. Évidemment, c'est plus facile quand on a accès à la nature, mais finalement, même dans ce livre-là, on voit qu'on peut habiter en ville et simplement trouver quelques fleurs en bas de chez soi ou chez le fleuriste. Enfin, parce que c'est souvent un argument qui revient, mais c'est comment on fait si on habite en ville. Mais c'est possible. C'est possible de mettre en place des choses. Et donc, oui, j'aime beaucoup cette simplicité que vous transmettez. Oui, c'est important, et c'est important aussi pour toutes les personnes qui ont de la peine à se mouvoir en extérieur, ou en particulier dans la nature un peu plus sauvage, ou qui se sentent pas à l'aise. Il faut aussi le dire, la déconnexion est telle avec la nature aujourd'hui que pour beaucoup de monde, elle est étrangère, voire qu'elle fait peur. Et
on a beaucoup perdu cette joie enfantine d'aller à la découverte du sauvage. C'est devenu risqué. C'est dû à beaucoup de facteurs. Hein. Il y a eu la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont joué dans notre société où on a pris peur face à la nature. Donc, il faut aider à s'y sentir à l'aise. Et puis, on peut inviter vraiment la nature chez soi. Et je propose toujours, que ce soit dans ce livre-là ou bien dans mon dernier ouvrage, Le Contact Retrouvé, des possibilités de faire des rituels et des expériences vraiment de connexion spirituelle avec la nature, même si on est chez soi. On peut même demander à quelqu'un d'aller faire une cueillette pour soi et partager ce moment du coup avec la personne. Enfin, tout est possible et c'est vrai, à nouveau on retrouve ce qui est vraiment un credo pour moi, c'est cette simplicité, c'est que c'est pour tout le monde et que tout le monde se sente habilité. Et c'est pour ça peut-être aussi que dans mon dernier ouvrage, j'ai parlé de l'appropriation culturelle. Parce que je mets absolument pas en cause, comment je vais dire, les raisons qui poussent les peuples premiers à rétablir leur connaissance, à refaire venir leurs tambours, leurs objets de rituel, à rétablir la vérité sur certains rituels, sur leur spiritualité, de la protéger à nouveau, etc. Parce qu'il y a eu usurpation. Enfin, c'est terrible ce qui s'est passé. Humainement, c'est terrible. Maintenant, à cause de cette culpabilité que nous pouvons, je crois, tous sentir en nous, même si nous n'y avons pas été, même si nous n'y participons pas activement, que nous nous sentons dans un humanisme qui inclut tout le monde, nous pouvons nous sentir un petit peu coupables quand même. Et cette culpabilité nous empêche en fait de faire certaines pratiques où on peut se dire mais c'est pas à nous de le faire, c'est à eux. Du coup, je vais faire quelque chose de faux, je vais faire quelque chose de mal, je vais faire quelque chose qui détruit encore et encore les craintes spirituelles des cultures premières ou qui ont été colonisées et vampirisées, je dirais, par la colonisation. Or, si je reparle d'automédication chamanique, nous avons la possibilité de vraiment se dire que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui pour sortir de notre déconnexion et qu'il ne s'agit, en tout cas pour moi, absolument pas de reproduire des rituels de la spiritualité de ces peuples. Je ne suis pas initiée à ces pratiques, mais de sentir derrière quel est ce geste unificateur, quel est ce geste de relation avec tous les règnes, avec tous les éléments, avec les autres humains, ce dont nous avons vraiment besoin, et de recréer des rites contemporains qui sont liés à nos pratiques contemporaines, mais de ne pas vouloir s'immiscer dans des rituels dont nous n'avons absolument pas connaissance. Donc il y a une appropriation culturelle ou culturelle qui est un petit peu différent pour moi. Je ne pratique pas de pratique d'une lignée spirituelle où j'ai été initiée. Par contre, la culture qui m'est transmise à travers cette vision cosmosophique du monde, elle m'a apporté et elle apporte au monde d'aujourd'hui vraiment des réponses. Oui, puis comme vous disiez, justement dans le contact retrouvé, vous parliez de pétroglyphes que vous aviez trouvés, je crois, en Suisse, et qui finalement, que vous aviez
dont vous vous étiez inspiré et qui venaient, je crois, d'Amérique du Nord, et vous retrouviez les mêmes en Suisse, et vous disiez finalement, ça se trouve en Australie, on pourrait retrouver les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est important de retrouver cette unité de l'humanité, comme vous disiez, de l'humanité et du vivant, parce qu'on est, comme vous disiez, on est tous liés, et cet esprit-là du chamanisme, il est extrêmement précieux. Et puis, du coup, vous proposez des rituels qui sont, bah voilà, qui sont quelque chose de nouveau que vous avez modélisé à partir de, bah voilà, tout votre cheminement et qui nous correspondent, nous, occidentaux, quoi. Donc c'est ça qui est très riche. Super. Et il y avait quelque chose qui me semblait important aussi, il y a ce côté aussi où bah, vous disiez la nature fait peur. Enfin, il y a comme une forme de risque. Moi, je le vois avec mes enfants qui grimpent aux arbres et ça fait peur. Enfin voilà, il y a effectivement ce qu'on connaît pas peut nous faire peur. Moi, je me souviens aux États-Unis, j'avais vraiment cette sensation que les gens luttaient contre la nature et quelque part, on peut le comprendre parce que dans certains environnements, la nature peut être dangereuse. Je veux dire, il y a des cyclones, il y a des choses qui sont je veux dire, qui nous mettent en danger de mort, enfin, et si on est concret, ou des serpents, ou enfin voilà. Et finalement, vous parliez dans le contact retrouvé de voir la beauté de la nature, y compris dans cette puissance parfois, voilà, parfois quand même violente ou voilà, qui nous met quand même en danger très concrètement, quoi. Oui, alors si vous parlez avec les anciens, par exemple, de certaines cultures, ils n'ont pas peur de ces éléments extrêmes. Ils respectent ces éléments extrêmes et ils savent comment agir face à ces éléments extrêmes. Ils savent les prévoir, ils savent comment faire pendant que ça arrive. Ils savent, enfin, je veux dire, il y a un savoir-faire aussi qui a disparu avec des personnes qui vivent en milieu urbain et puis qui vont juste en nature pour se faire plaisir. Je veux dire, malheureusement, enfin moi je vis en Suisse, il y a énormément de gens qui décèdent dans les montagnes parce qu'ils ne savent pas écouter les signes. Ils ne savent pas voir l'orage qui arrive. Ils ne savent. Enfin, il y a vraiment une déconnexion. Et si on est dans des lieux comme ça à risque, il faut vraiment suivre ce que les anciens ont dit, quoi, et ont transmis. Après, il y a la détériorisation de notre environnement. Qui fait qu'il y a peut-être certains excès encore plus excessifs, je dirais, des éléments en particulier, parce que là, il n'y a plus d'arbres pour protéger, là, on a bâti dans des zones qui sont marécageuses, etc., etc. Donc, il y a aussi ce que l'homme a amené de lui-même, et il faut être vigilant, hein. Moi, je dis pas que c'est... enfin, je crois que je mets quand même des précautions aussi dans le livre pour être au clair avec ça. Il y a des précautions à prendre, mais c'est ce qui m'anime, moi, c'est le respect et aussi cette façon non égotique d'aller en nature, c'est-à-dire de se dire ah, il y a un orage qui vient, je vais pas faire comme si je vais quand même y aller parce que c'est quand même mon après-midi de congé. Enfin, non, peut-être c'est justement pas le bon jour, le bon moment. Ah, les bûcherons vous disent bien, ne passez pas dans la forêt après un gros orage. Et vous dites quoi? Vous y allez quand même, parce que quand même, vous avez le droit d'aller vous promener avec votre chien. Non, il faut aussi écouter les limites que nous impose la nature, les frustrations que nous impose la nature. Et dans un monde où la liberté individuelle est sacrée, c'est très très difficile. Oui. Peut-être qu'après, oui, on reparlera de comment les éco-rituels peuvent nous accompagner à la fois trouver notre place et accompagner les transitions de vie. Mais déjà, d'un point de vue très pratique, est-ce que vous diriez que ces éco-rituels sont plus puissants en collectif? Est-ce que vous avez peut-être des préconisations là-dessus? Est-ce qu'on peut vraiment se lancer, par exemple, avec le contact retrouvé, là?
et tous les rituels qui sont dedans? Ou est-ce que c'est mieux de d'abord se faire accompagner? Enfin, qu'est-ce que vous diriez par rapport à tout ça? Alors j'ai fait très attention dans le contact retrouvé de proposer des expériences qui sont vraiment adaptées à tout le monde, euh, avec ces précautions d'usage lorsqu'on va en nature. Euh, alors il y a beaucoup d'accompagnements, d'associations, de groupes, de familles, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi des éco-rituels qui sont saisonniers, où les gens viennent pour les passages saisonniers, et à ce moment-là, il y a un animateur, une animatrice, un praticien, une praticienne, qui est là, et les gens viennent pour ce thème-là, pour cette intention-là, et ils suivent ce que la personne leur propose. Donc, il y a les deux, hein, il y a ces deux possibilités. Donc, on peut faire en individuel, on peut faire en groupe. Euh, il y a toujours plus de magie quand on est beaucoup. C'est normal, c'est une sorte de vortex d'énergie qu'on crée ensemble. Donc forcément, si nous vivons, même si nous chantons par exemple tous ensemble, ça a une autre puissance, un autre impact sur nous, sur chacun d'entre nous, que si nous chantons tout seuls. Donc de toute façon, il existe comme ça un égrégore lorsque nous sommes ensemble, qui est plus puissant ou plus impactant. Mais vivre un éco-rituel, une expérience comme j'ai fait écrit dans le livre, si on s'est bien préparé avec cette intention de départ, c'est-à-dire que vraiment on est focalisé sur ce lien à retrouver avec la nature, c'est tout aussi puissant si on le vit seul. Okay. Après, on peut toujours, alors c'est dans le chamanisme, on peut toujours se demander, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce que j'ai vécu c'est de l'imaginaire? Est-ce que, vous voyez, ce genre de situation, est-ce que c'est mon mental qui a créé ça? Est-ce que, etc., etc. Alors ça, c'est effectivement le mental qui se met à vous faire douter de tout. Mais finalement, j'ai envie de dire, en finalité, qu'est-ce que vous retirez de ce moment-là? Voilà, si c'est le doute, alors vous recommencez. Et puis vous laissez ce doute à votre mental, et puis vous lui dites de revenir à un autre moment. Mais si c'était un bienfait, pourquoi le mettre en doute? Gardez le bienfait. Et posez ce bienfait dans votre vie, et remercier le lieu, remercier ce qui était là dans la nature pour vous accorder, vous offrir ce bienfait. Oui, je pense que c'est très très important ce que vous dites là, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Oui, mais c'est moi qui ai imaginé, c'est mon mental, etc. Et en fait, c'est pas ça qui est important. C'est effectivement qu'est-ce qu'on a vécu, et peu importe d'où ça vient, en fait, du moment qu'on a avancé et que justement on a franchi une étape, qu'il s'est passé quelque chose, c'est l'essentiel en fait. C'est notre mental, comme vous dites, qui a besoin de savoir, de décortiquer, de mettre dans des cases. J'ai bien aimé la manière dont vous parlez de creuser son sillon. C'est quelque chose qui me parle, avec cette notion de voilà d'ancrage, de racines, de trouver sa place. Vous parlez, je crois, il me semble, des ancêtres, et comment finalement notre place, enfin nos racines, elles sont aussi liées à notre lignée, en fait, à notre lignée biologique ou pas. En fait, on a plein d'ancêtres. Comment en fait les éco-rituels peuvent nous accompagner là-dedans, justement, à se sentir vraiment voilà, à sa place, ancré dans son sillon, parce que c'est une question qui revient souvent aussi pour les personnes. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis dans ma mission de vie, entre guillemets, même si est-ce qu'on a une mission de vie, j'en sais rien, mais... Alors c'est deux questions différentes. Retrouver sa mission de vie, sa place, je pense que vraiment un éco-rituel peut soutenir ça, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la nature est évidente. Donc nous, on se pose toujours 36 000 questions, on aimerait changer, on aimerait être autrement, on aimerait être plus, on aimerait être moins, on aimerait être plutôt comme ci, comme ça, être ailleurs que où on est, ce qu'un arbre ne se pose absolument pas comme question. Donc, non mais
c'est pas seulement caricatural. Je pense vraiment que si vous entrez en connexion avec un arbre, avec ses racines, avec ses racines qui vont de plus en plus loin, avec ses racines qui, même si vous ne les voyez pas, sont de plus en plus fines pour aller chercher l'eau dont elle a besoin. Si vous vous identifiez à cet arbre, vous êtes comme ça en fusion avec cet arbre, il va vous apprendre ce que c'est que d'être à sa place. Il va vous montrer qu'être à sa place, c'est être ancré. Il va vous montrer qu'être à sa place, c'est développer ses compétences. Il va vous montrer que être à sa place, c'est s'ouvrir aux autres. Il va vous montrer que vous pouvez porter des fruits et que ce déploiement, c'est peut-être justement votre mission de vie. Mais c'est à ce moment-là, quand vous serez dans cette connexion-là, que vous aurez le message qui vous dira « Ah oui, donc du coup, ma mission de vie, c'est ça ». Elle n'est pas au départ, elle est vraiment dans le moment du rituel lui-même, ce moment sacré. J'ai pris exemple pour l'arbre, ce moment sacré par exemple que vous pourriez avoir avec un arbre et où vous rentrez vraiment en fusion et en symbiose avec lui. Donc vous n'êtes pas seulement dans l'observation extérieure, mais où vous rentrez vraiment, où l'arbre rentre vraiment, je dirais, en vous, pour vous dire comment c'est la vie. et du coup, il y a nettement moins de questions. Oui, ça fait penser à cette citation, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Creuser son sillon, c'est éviter la dispersion, éviter cette dispersion dont nous sommes tous victimes maintenant, avec toutes les informations dont vous disiez tout à l'heure, avec toutes ces propositions d'ateliers, de stages, de développement personnel, spirituel. Il y a énormément d'appels comme ça autour de nous, au point qu'on ne sait plus du tout qu'est-ce qu'on peut faire, au point qu'on se dit mais je ne serai jamais moi-même tant que je n'aurai pas fait encore cette formation, encore cette retraite, encore vu, compris ce que c'est le chamanisme, mais aussi la respiration holotropique, mais aussi je ne sais quoi. Donc il y a ce et qui nous disperse, qui nous empêche d'être justement à notre place et de tout simplement creuser. On a oublié que tout chemin spirituel est un chemin où l'on creuse, où l'on approfondit, où on ne nous demande pas autre chose que de revoir et de revoir et de refaire pour que peu à peu ça s'intègre alors que nous sommes en train d'évoluer. Nous évoluons et souvent on dit « Ah ouais mais j'avais lu ce passage-là d'un livre il y a 10 ans, ça me dit toute autre chose aujourd'hui. » Mais ça c'est creuser son sillon, c'est pas vouloir autre chose, c'est se dire je choisis. Je peux choisir effectivement une voie ou une proposition et je creuse, je reste là-dedans. Peut-être même plusieurs années, je reste là-dedans. Les voies spirituelles, dans les courants traditionnels, c'est souvent des années et des années de pratique. Alors là, maintenant, on veut que tout soit fait très très rapidement et qu'on soit initié et qu'on soit capable très très rapidement et qu'en plus, on peut reproduire et transmettre aussi très 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 rapidement. Ça se fait pas comme ça. C'est vraiment à force de creuser que l'expérience nous vient, tout simplement, et qu'on se sent de plus en plus capable, mais jamais définitivement capable, de transmettre ou de pratiquer autre chose que d'être nous-mêmes. Ouais, ça me parle beaucoup ce que vous dites. Et dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui sont, pour mettre une étiquette multipotentielle, enfin qui s'intéressent à plein de choses et qui se disent oui, mais si je fais ça, alors je fais pas ça, et avec cette peur de, comme on dit en anglais, la peur de manquer quelque chose, fear of missing out. Et moi, je vois avec le temps que effectivement, en étant de plus en plus ancré en soi-même et dans l'expérience, dans le ressenti, dans la connexion à la nature, en fait, tout ça, ça se dépose, en fait, et on arrive à trouver ces espaces de vide fertile
où il n'y a plus tout ce nuage de il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Non, en fait, on sent qu'est-ce qui est important pour soi à ce moment-là. Et il y a moins puis c'est aussi peut-être avec l'âge, il y a moins ce besoin de prouver, etc. Et on garde quand même cette joie d'expérimenter, etc. Ça n'empêche pas, en fait. C'est pas du tout antinomique, mais ouais. Ça me parle J'aime beaucoup. beaucoup ce vide fertile. Mm. J'aime beaucoup ce vide fertile parce que cette vacuité est très difficile dans un monde qui va très vite et qui nous remplit, qui pense nous remplir, mais qui le fait quand même. Hein, quand on pense les heures qu'on passe derrière nos écrans, qui nous remplit d'informations. Le jeûne, c'est une forme de jeûne finalement. C'est un jeûne psychique que de se retrouver et puis de se dire mais pendant un certain temps c'est ce sillon-là que je vais creuser. Peut-être durant cette année, par exemple, je vais faire ces expériences du livre Le contact retrouvé parce que ça se fait à différentes saisons, etc. Je vais faire ça et je vais apprendre de ça et puis on verra le reste après. Et le reste, c'est-à-dire l'avenir, va être modifié par ce sillon-là qui aura été creusé. Et on cherche pas forcément à être autre chose, on évolue simplement intérieurement. Donc c'est fertile dedans, c'est fertile. Surtout qu'en plus, il faut quand même le dire, au sein de nos compétences professionnelles, on doit toujours faire de la formation continue, etc. etc. On a déjà au niveau de la formation, ou si on a changé de métier, si on doit se reformer, faire une reconversion professionnelle, il y a déjà beaucoup de choses dans ce domaine-là où on doit se mettre à jour continuellement. En fait, on est vraiment un ordinateur qui doit se mettre à jour continuellement. Alors, offrons-nous un espace où la mise à jour se fait autrement, se fait en débranchant, plutôt qu'en ajoutant. J'avais envie de dire, parce que c'est des conversations que j'ai eues récemment, ces espaces de vide et de changement, de moments où on se reconnaît plus dans les conditionnements habituels, ça peut être assez perturbant et assez inquiétant. Et du coup, ça m'amène à la question des transitions de vie, des passages de vie. Finalement, vous avez déjà pas mal répondu, enfin, vous avez déjà donné pas mal d'éléments, mais voilà, un passage de vie, une transition de vie, enfin, je prends typiquement, voilà, il y a ma maman là qui va vendre sa maison. Là, je vois bien que c'est hyper inconfortable pour elle parce qu'elle sait pas où elle va. Donc, vraiment, on se retrouve dans un truc un peu de vide, mais quel choix je vais faire? Est-ce que je vais faire le bon choix? Et on a envie de retourner en arrière et d'avancer en même temps. On est complètement perdu, quoi. Donc, comment les éco-rituels peuvent nous accompagner là-dedans? Mais oui, alors c'est important ce que vous dites là parce que c'est typiquement la situation où on a l'impression qu'on n'aurait pas à faire un rituel. Alors, il y a des rituels qu'on connaît dans ces situations qui est comme on dit, pendre la crémaillère, par exemple, ou quand on se retrouve dans de nouveaux lieux, on invite les amis, on fête, et donc c'est un moment où on ritualise et où on donne protection et bénédiction aux nouveaux lieux, mais on a oublié d'où on vient. C'est-à-dire, votre maman, comme bien d'autres, elle doit trier ses affaires. Peut-être qu'il y a aussi des situations où il y a une personne qui est décédée et on doit vendre la maison où la personne a habité. Qu'est-ce qu'on choisit de laisser? Qu'est-ce qu'on choisit de prendre? C'est vraiment un grand travail. C'est toute une vie, c'est plusieurs vies même dont on doit s'occuper. Donc là, je pense qu'il est important de se faire accompagner par quelqu'un qui va pouvoir justement accompagner cette transition, parce que l'éco-rituel est vraiment va poser un rituel de transition, cette passerelle. Qu'est-ce qui était là avant? Qu'est-ce que je prends avec moi? Où est-ce que je vais? Et du coup, qu'est-ce que je prends? Qui je suis dans la nouvelle vie? Parce que je suis pas rien dans cette nouvelle vie. J'emporte avec moi qui je suis dans cette nouvelle vie. Et du coup, de quoi suis-je dans cette nouvelle vie? Donc, c'est très important, mais en fait, pour énormément de situations, on vit dans une société où il n'y a pas que des déménagements, hein, il y a des changements de profession, des changements de lieu, voire même des changements de pays, pour des
professionnel, il y a toutes les séparations de couple, il y a les enfants qui quittent la maison, il y a quand je dis transition de vie, c'est vraiment tout ce qui nous sépare de qui on a été avant et qui offre un espace comme ça de vacuité qu'il va falloir traverser, non pas remplir, mais traverser pour qu'on puisse avec conscience, avec amour de soi, avec bienveillance pour le passé aussi, il peut y avoir des pardons à faire aussi, on puisse aller vers ce qui nous attend, hein, vers ce qu'on devient, mais qu'on le devienne consciemment et voilà, qu'on fasse ce tri et parfois un vrai bilan de vie, hein, pour certains, avant de poursuivre. Pour ne pas être morcelé, en fait, finalement, on est morcelé dans le mode de vie qu'on a ici. En fait, tout est fait, mais si on regarde vraiment tout ce qui se passe dans les médias, tout ce qui se passe dans notre vie professionnelle ou privée, tout est là pour essayer de nous tenter vers la séparation, la division et l'étrangeté de l'autre. Et je crois que l'un des fondements des éco-rituels, puisque c'est éco et que c'est notre planète Terre qui est là dans ce mot même, c'est à nouveau de nous unir et de nous réunir et de remettre toute l'harmonie du monde à nouveau dont nous faisons partie dans la beauté. Merci beaucoup, Marianne. C'est une magnifique conclusion. Un grand merci à vous. Et puis donc, on peut retrouver votre dernier livre, Le contact retrouvé aux éditions Vega. Et puis, vous en avez écrit beaucoup d'autres et aussi un oracle. Et puis, vous avez un site aussi, espritdefemme.ch, si je me trompe pas, hein, c'est ça? Voilà, c'est juste. Un grand merci, Marianne, et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt!